Bonjour, c'est Anne B. Vous êtes sur Storylifique, le podcast qui fait pousser des arbres avec les oreilles. Votre mission ? Vous détendre en écoutant des stories pour booster votre mindset et oser réaliser vos rêves. La mienne ? Redistribuer 50% des bénéfices du podcast à ceux qui luttent contre le changement climatique. Je vous explique tout sur storylifique.com. Tous les 15 jours, vous retrouverez des invités qui vous parlent de leur parcours inspirant. Et si eux l'ont fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Pour ce premier épisode venu directement des Philippines, rencontre avec Jean-Paul François, grand apnéiste belge. Pourtant, ce ne sont pas des bruits de vie sous-marine que vous entendrez en toile de fond, mais des coqs. Il faut savoir qu'ils sont omniprésents aux Philippines. Explication dans l'épisode. Ce jour, j'ai l'immense plaisir d'interviewer un compatriote, plusieurs fois champion du monde d'apnée, qui s'est expatrié depuis une dizaine d'années en Asie et qui vit actuellement aux Philippines, où il a ouvert un centre de formation d'apnée pour tout niveau, du débutant au professionnel. On y forme d'ailleurs aussi les juges AIDA pour les compétitions internationales. Elle a déjà une longue expérience de cette discipline et pourtant, même si l'eau était depuis toujours son élément, sa carrière avait commencé de manière beaucoup plus classique. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Alors, tu vas nous expliquer un peu tes débuts, les premières compétitions, tes études, ton début de carrière très classique, c'est ça qui est étonnant ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé d'abord par la natation, avant de faire la plongée ou l'apnée. J'étais un nageur de compétition, on s'entraînait plusieurs fois par semaine et tous les week-ends on faisait des compétitions. Donc j'ai toujours été en contact en fait avec ce milieu aquatique. Quand je suis arrivé à l'université pour mes études en 89, j'ai eu la chance de m'inscrire à la section de plongée sous-marine. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire de la plongée via les documentaires de Cousteau. J'ai eu l'occasion, je me suis inscrit et j'ai directement mordu et adoré plonger. Mais il manquait un petit peu le challenge que j'avais quand je faisais des compétitions de natation. Donc après 1 an ou 2 à peu près de plongée, je suis tombé sur des amis qui faisaient de la plongée en apnée. C'était suite probablement au film Le Grand Bleu. Et j'ai dit voilà, pourquoi pas, je vais essayer avec eux. Et j'ai trouvé, c'était mon truc, c'est ça que je voulais faire. Et je me suis lancé à fond dans l'apnée au niveau loisir pour commencer. Et puis je me suis vite pris au jeu, j'ai commencé à faire des gros entraînements, faire des compétitions, faire des records. C'est un peu comme ça que ça a démarré au début des années 90. Oui, mais études classiques quand même. Ça donnait bien en compétition, mais tu as poursuivi tes études de... je ne sais plus lesquelles d'ailleurs. J'étais en administration des affaires, c'est un peu la gestion, oui, j'ai tout à fait continué mes études. Au début, à la base, je ne voulais pas faire prof d'apnée ou prof de plongée. Je partais pour un boulot classique enfermé dans un bureau. C'était pas trop mon truc par la suite. Clairement, ça a été un virage à 180 degrés. Qu'est-ce qui a causé ce virage alors ? Si j'analyse un petit peu, si je regarde d'où je viens, j'ai toujours eu le goût du voyage. Okay, donc chaque fois que je pouvais partir, la possibilité, l'opportunité de partir à gauche à droite, je le faisais. Après, avec la plongée sous-marine, on a eu l'occasion de faire des stages en Turquie, en Égypte. Je me rappelle ma première plongée en mer Rouge. Ça a été pour moi la révélation avec des couleurs partout. On était à 10 mètres de fond, il y avait des poissons multicolores, mais vraiment partout. J'en ai vraiment eu, waouh, génial, quoi. Je dis, c'est vraiment, vraiment génial. C'est ça que je veux faire. C'est déjà eu cette première envie est venue à ce moment-là. J'ai toujours aussi, quand j'étais beaucoup plus petit, regardé les bouquins et les émissions de Cousteau, la fameuse Odyssée de la Calypso. Donc j'ai un peu grandi avec ça. Donc tout ce qui était monde sous-marin m'a toujours fasciné. Donc l'apnée, je connaissais pas encore à l'époque, le Grand Bleu n'était pas encore sorti, mais dans le début des années 90, le film est sorti, et là j'ai été le voir, et je me suis dit, la plongée, l'apnée, waouh, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Bon, on va se lancer là-dedans, au début comme loisir, et puis progressivement, comme j'expliquais, d'abord dans les compétitions, et puis maintenant de façon professionnelle. Donc, il y a eu un élément qui a peut-être déclenché plus clairement la réflexion dans ta tête de concrétiser tous ces rêves. Oui, à l'époque, en 96-97, je travaillais entre Liège et Bruxelles, et ce jour-là, je devais partir à Bruxelles, donc je partais assez tôt le matin pour aller chercher un collègue du côté de Warem. Je vais chercher mon collègue, et puis on repart pour aller reprendre l'autoroute à Warem, et juste avant d'arriver à l'autoroute, il y a un énorme carrefour, et il devait être 6h45, 6h50 du matin, j'ai vu un camion sur ma droite qui arrivait, qui à la vitesse où il allait, il brûlait son feu rouge.
à tous les coups. Ça s'est passé vraiment en une fraction de seconde. Soit je continuais ma route tout droit, et le camion m'écrasait de plein fouet, soit je dérivais par la gauche pour essayer de l'éviter, et là, il m'écrasait, mais il m'envoyait un peu plus loin. Soit j'essayais de passer derrière le camion, vu la vitesse et moi j'avais pas trop vite heureusement. Alors, j'ai pris la bonne décision. Je suis passé par la droite du camion et sa dernière roue m'est passée dessus quand même. Donc, j'ai pas su éviter l'accident. La bagnole, c'était une petite Golf à l'époque. Je me suis fait ratatiner par ce gros camion qui arrivait à plein tube. Donc, j'ai eu le bon réflexe. J'ai eu comme un petit coup du lapin, j'ai eu quelques problèmes. Mon collègue qui est à côté de moi n'a rien eu parce que j'ai réussi à tourner le véhicule du bon côté. Mais j'ai quand même eu comme un état de choc. Donc là, je n'ai pu sortir, la portière était un peu bloquée, donc c'est les pompiers qui ont dû sortir de l'auto. Mais j'avais quasiment rien, quelques bleus, ma tête, un petit coup à la nuque et tout ça, donc j'avais quelques douleurs et l'état de choc. Je me suis retrouvé à l'hôpital, je suis resté un jour à l'hôpital. Rien de grave, franchement, j'ai eu une bonne étoile cette fois-là, j'aurais pu y rester. Et j'ai commencé à réfléchir, mais j'ai dit, mais tu te rends compte, déjà, un boulot où je suis enfermé, j'adore la mer, j'adore la liberté, j'adore la nature. Et j'ai failli mourir pour aller faire un travail que j'aimais pas vraiment. Et là, à ce moment-là, je me dis, non, est-ce que c'est ça que tu veux dans la vie? Non. Ça a été vraiment limpide. C'est à ce moment-là, j'en discutais aussi tout à l'heure, important de vivre son rêve, de se donner les moyens pour, voilà. À ce moment-là, j'ai eu mon objectif, j'ai eu mon rêve, j'ai dit, voilà ce que je veux faire, on va se donner les moyens, on va prendre le temps qu'il faut, ça m'a pris quand même pas mal d'années pour y arriver, mais une fois que j'ai eu toutes les cartes en main, j'ai pu partir et j'ai eu l'opportunité avec Dragon à ce moment-là. C'est un peu l'histoire qui a un peu été un déclencheur, un catalyseur de mon envie de m'expatrier et de faire quelque chose d'autre. Wow, mission accomplie. Oui, à fond. Et un jour au bureau, tu fais une rencontre. Quelqu'un qui te parle de Franco Dragon. Ah oui. Un autre Belge. Donc c'était pas vraiment au bureau. Donc tu travaillais déjà dans un. Voilà, je travaillais déjà dans un bureau. Et puis à ce moment-là, j'avais envie de faire autre chose. Il fallait vraiment que je trouve quelque chose en rapport avec la mer, avec la plongée, avec l'apnée. Je voulais vraiment changer d'orientation. Et c'est pour ça qu'en parallèle, au moment de mes études, j'ai aussi fait pas mal de formations pour devenir instructeur de plongée, instructeur d'apnée, suivre des cours de secourisme et ce genre de choses. Un de mes élèves, qui faisait des cours de plongée et d'apnée avec moi, travaillait pour Dragon, Franco Dragon à l'époque, sur d'autres projets à la Louvière, hein. Et on a commencé un peu à parler, j'étais curieux pour savoir ce qu'il faisait exactement. Il m'a dit, Franco Dragon est en train de monter, un grand projet de cirque aquatique en Asie, à Macao, un peu comme il fait sur Vegas, hein. Il avait déjà 2-3 shows aquatiques qui tournaient sous le nom du Cirque du Soleil en tant que directeur artistique. Donc, voilà, il va lancer son show aquatique à Macao et ils ont besoin de plongeurs tech et tout ça pour le boulot. Alors, je lui dis, c'est intéressant. Je lui ai demandé, tu n'as pas des contacts, hein, parce que moi, ça m'intéresse. Quelques jours après, il m'a envoyé par email les informations. Et j'ai contacté une personne qui est devenue un ami aussi, qui s'appelle Hervé. J'ai contacté la personne et il m'a dit, voilà, ton CV m'intéresse. Est-ce qu'il y a moyen d'organiser un interview via Skype? Je dis oui, directement. Et voilà. Entre le premier interview et où j'ai été engagé, ça a pris presque 1 an et demi parce que ce genre de projet, c'est des projets immenses, hein, ça prend des années, il faut construire le théâtre, c'est des gros budgets que Dragon a mis dedans. Ouais, je m'étais renseignée là-dessus. Donc effectivement, les spectacles Vegas, voilà, c'était avec Céline Dion et tout. On parle pas de tout petit spectacle du tout. Et alors celui-là, j'avais lu que ça avait commencé 5 ans auparavant, qu'il a fallu 200 millions rien que pour construire le théâtre sur mesure, parce qu'il y avait une piscine de 17 millions de litres, soit plus que 5 piscines olympiques, 289 employés, dont 95 articles, 23 plongeurs, donc toi. Il y avait 450 représentations par an, plus de 5 millions de spectateurs qui avaient vu le spectacle en moins de 10 ans. Il fallait compter 10 ans pour rentabiliser le spectacle parce que l'investissement total, c'est quand même un gros bébé estimé à 2 milliards d'euros. c'est affolant, ça. Je mettrai des liens vers les vidéos parce que c'est vraiment incroyable, cette histoire. Je mettrai des liens sur le site storylific.com pour que les gens puissent aller voir, s'ils sont curieux comme moi, un petit peu sur ce spectacle. C'est vraiment fascinant.
Ouais, tout à fait. Donc, en plus, ça a été une bonne opportunité pour moi d'apprendre énormément sur le milieu du cirque, de cirque aquatique. Plus, le plus important, c'est que j'ai pu aller m'expatrier en Asie, à Macao, où j'étais plus ou moins au centre de l'Asie du Sud-Est. J'ai vraiment t'as 1 heure de route, 1 heure de bateau de Hong Kong. J'étais tout près des Philippines. J'étais pas loin de la Thaïlande, j'étais pas loin de l'Indonésie. Donc, c'était vraiment une plaque tournante. Le boulot étant ce qu'il est, c'était vraiment, ça demandait beaucoup de temps, c'était assez fatigant comme job, mais j'avais quand même l'objectif de me lancer, après quelques années, de me lancer au niveau de l'apnée. Donc c'est pour ça que vers 2011, j'ai démissionné de mes fonctions chez Dragon et j'ai créé Freediving Planet d'abord sur Hong Kong et ensuite sur les Philippines. La mer aux Philippines est vraiment beaucoup plus jolie que sur Hong Kong. Freediving Planet, ça a été créé, j'ai créé ça quand j'étais à Macao. On a créé la société d'abord sur Hong Kong. Et puis j'ai une associée qui était aussi passionnée comme moi. C'était d'abord une de mes élèves. Et puis elle a décidé de laisser tomber son boulot pour se lancer dans l'aventure avec moi et organiser des voyages aux Philippines. Et on a créé ensemble ensuite la compagnie Freediving Planet sur les Philippines. Et on travaille toujours ensemble, à part que maintenant elle est rentrée à Paris à cause du Covid. Voilà, on était un peu comme les deux larrons pour gérer cette chose-là. C'est important qu'elle était là. Elle était plutôt la responsable au niveau marketing, un peu faire la publicité, tandis que moi j'étais un peu au niveau opérationnel pour donner les cours, la partie technique au niveau de l'apnée. Donc on était bien complémentaires et on l'est toujours d'ailleurs pour cette activité Freediving Planet aux Philippines. Et rappelle-moi son nom. Suzanne Lim. Suzanne Lim. Voilà, on peut la voir aussi sur le site de Freediving Planet. Tout à fait. Elle fait aussi maintenant partie de l'équipe nationale de France. Elle est très très forte en apnée. Bon, elle était à bonne école, on va dire. Et hop. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, alors autant se faire les compliments qu'on a envie d'entendre. Tu as découvert comment les eaux de Philippines ? Quand j'étais avec Dragon, j'avais des collègues d'un peu partout en Asie, et dont certains Philippins, et je reposais la question parce que les Philippines, c'est 7000 îles, ça a l'air magnifique, très très joli quand on fait des recherches sur Google, c'est encore assez sauvage les Philippines. Donc j'ai vraiment bien aimé cet aspect en fait de pays qui se développaient au tourisme et qui étaient encore assez inexploités à certains endroits. Donc j'ai demandé à mes collègues philippins, voilà, j'ai envie de faire de la plongée, mais vraiment des belles plongées. Qu'est-ce que tu me conseilles? Parce qu'il y a 7000 îles, je sais pas où aller. Alors on m'a donné quelques endroits. Et de temps en temps, j'avais des vacances là-bas à Macao. Et moi, je prenais l'avion, j'allais quelques jours, 1 semaine maximum aux Philippines. Et j'ai pu faire 2-3 îles. Et j'ai pu me rendre compte par moi-même, voilà, c'est génial. C'est vraiment un endroit superbe. Il y a même moyen de faire de l'apnée. Et c'est là que j'ai commencé à mûrir mon projet de créer mon école d'apnée. On va parler un peu de tes records. Ça t'est fait en partie quand tu étais encore en Belgique et en partie donc quand je sais pas si tu en as eu l'occasion d'en faire quand tu travaillais pour Dragon, mais ça avait déjà commencé avant en tout cas. Oui. Et ça a continué bien sûr, encore récemment tu en as fait. Donc en piscine, il y a beaucoup de disciplines en apnée. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent en statique, en dynamique, donc sans mouvement, avec mouvement. Ça peut se faire en piscine, ça peut se faire donc en surface parce que le but étant juste de retenir sa respiration le plus longtemps possible. Ça peut se faire évidemment le plus spectaculaire, comme dans le Grand Bleu, en profondeur, mais même en profondeur, c'est encore plein de catégories. Avec poids, sans poids, est-ce on remonte à la force des bras avec le filin, sans le filin, c'est assez complexe, donc ça on laissera les gens que ça intéresse à les regarder sur Google, sinon on va passer toute l'heure à expliquer toutes les disciplines, je crois. Mais donc toi tu as des records dans pas mal de catégories différentes, en piscine, en apnée dynamique, donc en nageant, avec ou sans palme. Donc j'avais regardé d'ailleurs une vidéo de toi, il y en a une pour un de tes records, et on voit donc c'est des mouvements. Ça va, c'est pas la défonce comme pour un sprint, c'est des mouvements lents, mesurés, c'est vraiment allier l'efficacité du mouvement à la précision. Enfin, comment tu te prépares pour ce genre de choses en dynamique? Bon, c'est déjà beaucoup d'entraînement au niveau technique. Il faut d'abord maîtriser une bonne technique, la technique avec le matériel, la palme, le bipalme ou la monopalme. Donc ça demande beaucoup d'entraînement pour bien maîtriser le matériel. Et ensuite, important aussi d'avoir une bonne maîtrise de soi pour avoir un cœur qui bat le plus lentement possible,
d'avoir une bonne capacité pulmonaire aussi pour rester le plus longtemps possible. Et comme tu as bien expliqué, c'est pas de la vitesse. Donc il faut vraiment essayer de gérer son énergie pour ne pas consommer trop d'oxygène pendant ton mouvement. Donc essayer d'être un peu paresseux, mais en étant efficace et dynamique en même temps. Donc avoir une bonne glisse pour garder une certaine vitesse, parce qu'on ne sait pas tenir indéfiniment non plus. Donc ça, c'est une chose. Évidemment, quand on est en mouvement, on va consommer beaucoup plus d'oxygène et on va rester moins longtemps en temps total que si on faisait une apnée statique pure, où on reste sans bouger, flottant à la surface de la piscine, quoi. Oui, tout à fait. Ma petite fille en a fait l'expérience ce matin. Quand j'ai dit que je t'interviewais aujourd'hui, elles ont commencé à vouloir faire de l'apnée devant leur bol de céréales. C'est cool. On a 2 records de 10 secondes quand même. Ah, ça, c'est Elles bien. sont très fières. C'est un bon début. Hein. Oui. Alors la plus grande de 7 ans a essayé de monter les escaliers, donc faire du dynamique escalier en apnée. 3-4 marches, je crois qu'elle a compris la différence entre le faire assise et le faire en marchant. Donc voilà, apnée statique, apnée dynamique. Ça leur dit déjà quelque chose. Mais donc toi, tu es capable de faire 135 mètres et 175 mètres. Donc 135, évidemment, c'est sans palme, et 175 mètres avec palme en apnée. Voilà, donc ça a été mes performances que j'ai fait en compétition. Je n'ai plus trop eu l'occasion de m'entraîner parce que bon, il faut avoir accès à des piscines. Ici, on a plutôt accès à la mer. Mais voilà, j'ai continué par contre à m'entraîner, c'est en apnée statique, parce que là, il y a pas d'âge pour faire de l'apnée statique, c'est plutôt basé sur la relaxation, le bien-être et la détente. C'est vraiment assez intéressant comme discipline. Pour moi, c'est vraiment pour les paresseux, pour être vraiment le plus détendu possible. Ouais. Ou pour les trop stressés, ça marche très bien aussi. Tout à fait, ça aide un peu les personnes à peu gérer leur niveau de stress pour être un peu plus zen, ça marche, oui. Et donc toi, tu as toujours le record de Belgique, je pense. Oui. Et tu en as un pour les Philippines, établi en 2020, avec 8 minutes 21. Voilà, donc on a eu l'occasion d'organiser une petite compétition. J'ai pu faire 8 minutes 21, c'est un record à cette époque-là. Ce qui est bien, c'est que pendant les entraînements, j'ai été jusque 9 minutes en apnée, donc j'ai encore pas mal de réserves. Bon là, depuis, je n'ai plus l'occasion de me réentraîner dans cette discipline, mais je sais que si je recontinue un peu sérieusement mon entraînement, je vais repasser la barre des 9 minutes et pourquoi pas les 10 minutes. On ne sait jamais, si je continue, on peut être motivé. Si j'ai du temps, je le ferai. Oh. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on challenge ainsi ces réflexes vitaux aussi longtemps? Les dernières minutes, c'est vraiment une vraie lutte. Comment on se prépare à ça? Oui, donc c'est beaucoup de préparation, c'est de l'adaptation au manque d'oxygène et à l'augmentation du taux de CO2 qui augmente. Donc plus ton taux de CO2 va augmenter dans ton organisme, plus tu vas avoir des grosses envies de respirer. Et l'entraînement va faire en sorte, on va essayer de tenir le plus longtemps possible avec ces envies de respirer. Donc une personne normale, quand elle a envie de respirer, elle sort de l'eau et elle respire. Nous, en tant qu'apnéistes, on apprend à rester relax, à garder le cœur le plus lentement possible et à essayer de tenir 1, 2, voire 3 minutes en plus à partir du premier réflexe respiratoire. Donc c'est de l'entraînement, c'est beaucoup d'entraînement. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est des mois d'entraînement pour parvenir à maîtriser cela en toute sécurité, parce qu'il faut penser à la sécurité, c'est primordial. Oui, même toi, tu ne t'entraînes jamais seul. Jamais. Toujours avec une équipe ou quelqu'un qui peut faire la sécurité et un kit oxygène qui est prêt à intervenir tout près. Voilà, donc c'est hors de question de commencer à s'entraîner ce soir dans la baignoire pour voir combien de temps on tient. C'est la première règle en fait en apnée, c'est ce que j'enseigne à tous mes élèves, ne jamais faire d'apnée tout seul, toujours avec un instructeur qualifié. Oui, voilà, c'est ça, même quand on est au niveau professionnel depuis des années, jamais. Exactement, voilà. On en est encore plus conscient en fait. Oui, donc quand on enseigne ici, quand on donne des cours, quand on a des élèves qui font plutôt de la compétition, on essaie peut-être de leur inculquer cette notion de sécurité d'abord, de bien-être, et de ne pas prendre des risques, et d'avoir une stratégie de la performance. Donc c'est vraiment ça, vraiment construire sa performance sur base d'un entraînement régulier, et le jour où ils vont annoncer 70 mètres à une compétition, c'est parce qu'ils ont peut-être déjà fait plusieurs fois 75 pendant les entraînements, donc ils ont une zone de sécurité. Et c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses en fait. Il y a une partie challenge quand même, descendre à 70 mètres, c'est quand même pas donné pour tout le monde, ça nécessite une certaine condition physique, une certaine préparation. Donc on va pas dire que c'est facile, ça ne l'est pas, même si ça a l'air.
Ça ne l'est pas. Même quelqu'un qui descend à 100 mètres, une descente à 70 ou 80 mètres, c'est quand même quelque chose de challenging qu'il faut préparer avec attention et sérieux. Vraiment rester dans sa zone de confort, un petit peu à la limite, mais toujours à l'intérieur. Toujours à l'intérieur. Comme ça, le jour où il y a des conditions un peu adverses, ou imaginons qu'il y a un peu plus de courant, ou qu'il y a plus de vagues, ou je ne sais pas, que la personne est l'athlète est un peu fatigué parce qu'elle n'a pas bien dormi, les conditions ne seront pas optimales, mais au moins en annonçant une performance dans la zone de confort, on retire une grosse partie du stress qu'on pourra avoir. Voilà, quelqu'un qui fait 70, je vais faire 75 demain. Donc, il part avec beaucoup de stress avant la compétition, ce qui est pas bien, en fait. Quand on fait n'importe quel sport, c'est normal qu'il y ait toujours un peu de stress. Mais avec notre façon de respirer, de se préparer, on arrive plus ou moins à le gérer et à essayer de rester dans une zone plus ou moins relaxe. Et c'est là justement qu'on peut vivre le plus beau. Alors comment ça se passe en apnée de descente? Il y a diverses techniques. Oui. Toi, tu as eu entre autres, un record mondial en descente, en immersion libre. Oui. C'est pas les plus impressionnants comme record en nombre de mètres descendus, mais par contre, c'est aucun dispositif. Donc, si j'ai bien compris, on ne peut pas s'aider du câble, on n'a pas de palme, on descend à la force des bras, on remonte à la force des bras. Ah, oui, pardon, c'est avec le câble quand même. On descend avec le câble. Donc, on met le câble, le câble à la profondeur qu'on désire atteindre, et on se déhale en tirant simplement avec les bras pour la descente et la remontée, et on n'a pas de palme comme moyen de propulsion. Donc, c'est ça uniquement à la force des bras, donc c'est beaucoup de résistance. Ce qui est important aussi, c'est de s'habituer à la profondeur, à la pression. Et l'apnée sera toujours beaucoup plus longue dans cette discipline-là, parce qu'on descend beaucoup plus lentement que si on avait des palmes. Aller l'aube le plus vite possible, c'est une mauvaise gestion de son oxygène, on peut pas se le permettre non plus. Voilà, il faut pas aller trop vite non plus, mais on peut pas se permettre de faire des apnées trop longues, surtout quand on va en profondeur. Donc il faut bien gérer les deux. Et ce qui va faire la différence, c'est la stratégie, et c'est la préparation et l'entraînement. Ouais, c'est ça que je trouve super beau dans ce genre de compétition, dans cette partie-là de la discipline. Dans tous tes records, lequel t'a le plus marqué, le plus ou qui t'a laissé le meilleur souvenir, ou qui t'a... Je vais dire... Il y en a en particulier qui ressort ? Pas spécialement. Donc chaque fois que j'ai fait un record, c'est parce que je viens du monde de la natation, je faisais beaucoup de compétitions de natation chaque week-end. J'ai toujours aimé avoir des challenges et essayer de me dépasser, de m'améliorer. Donc comme à l'époque, quand j'ai commencé l'apnée, j'étais quand même, je peux dire que j'ai eu un don pour l'apnée. J'étais assez doué de par la natation, j'étais à l'aise dans l'eau. Donc j'ai toujours eu envie de me dépasser. Et quand j'ai eu ces possibilités de battre des records en apnée, et que j'ai vu qu'à l'entraînement je les battais, donc ça me motivait encore plus. Donc j'ai continué à m'entraîner, et ça a évolué évidemment. J'avais le boulot à côté, donc je savais pas m'entraîner de façon professionnelle, hein. C'était toujours après journée ou le week-end, ou quand on partait en vacances, on allait en Égypte, en Turquie ou à Nice, dans le sud de la France. Donc j'étais comme limité par rapport à mes entraînements. Si j'avais vécu aux Philippines depuis le début, j'aurais peut-être une autre carrière en apnée, en profondeur, et j'aurais d'autres records également. Voilà. Mais c'est quelque chose, je veux dire, qui passe. C'est intéressant au début pour se challenger, mais maintenant, les records, pour moi, ça n'a aucune importance. Je fais juste ça pour le plaisir, pour m'amuser, pour organiser des choses, pour rencontrer d'autres personnes. Pareil, les compétitions, je n'ai aucune pression sur les épaules. Je fais vraiment ça pour le plaisir et pour m'amuser. Et c'est de cette façon, je dois avouer que j'arrive encore à faire des super performances en me faisant plaisir. Voilà, je ne me mets aucun stress. Le jour ça passe pas, c'est pas grave. Je recommencerai la prochaine fois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. Il y a aucune pression. Tu disais aussi que finalement la compétition, on la fait par rapport à soi-même. Oui. Plutôt que par rapport aux autres. Voilà, tout à fait. Donc il faut se dépasser soi-même. Donc c'est un peu comme pour toutes les disciplines, hein. Plus on s'entraîne, plus on s'améliore. Et avec l'apnée, c'est par rapport à toi-même. Il faut pas essayer de se comparer ou de faire des compétitions contre les autres, parce qu'il y a un aspect risque qui est derrière. C'est vraiment une découverte du bien-être, son propre bien-être, même quand on fait des compétitions, même quand, moi j'appelle ça de l'apnée extrême, hein, c'est vraiment pas de l'apnée, c'est vraiment poussé jusqu'aux limites. Même dans ces niveaux-là, il faut essayer de garder cet aspect de s'amuser, de prendre plaisir dans ce qu'on fait, et de cet aspect de bien-être en fait.
L'aspect bien-être, c'est quelque chose qui ressort de tous les apnéistes quand on les écoute, des sensations très très particulières. C'est quoi toi tes sensations quand tu vas en profondeur? Même pour le corps, il y a plein de choses qui se passent à la descente et à la remontée d'ailleurs. Plus on va profond, la pression augmente et il y a quelques modifications physiologiques qui vont se créer et on n'aura pas l'impression d'avoir envie de respirer au début. Si on descend jusque 15, 20, 25, 30 mètres de façon tout à fait relaxe, si on descend le long d'un beau tombant, on va pouvoir voir les coraux, les poissons. Donc c'est quelque chose de tout à fait magnifique. On est presque en apesanteur. Le corps ne pèse presque plus rien. Et puis il y a ce décor vraiment magnifique juste à côté de soi. C'est comme un rêve éveillé. C'est vraiment tout ça que l'on ressent. Et à un moment, à partir du moment où on commence à rester un peu longtemps sous l'eau, vient l'envie de respirer, avec le CO2 qui commence à augmenter dans ton organisme, qui te donne cette envie de respirer. Et à ce moment-là, tu sais, ok, je dois être prêt presque à terminer ma plongée, remonter tout doucement en surface et puis faire ma récupération en surface. Et les compétiteurs en général disaient que le secret pour remonter sans risque, c'était de ne pas penser à la surface, de ne même pas regarder vers le haut, de rester focus sur le moment présent. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites à ce moment-là. Moi, j'aime bien la préparation par l'entraînement. Donc, quand je vais faire une compétition en profondeur, voilà, de nouveau, j'annonce une profondeur à laquelle je sais que je vais pouvoir aller facilement, en tout cas pas trop difficile, et je sais que je vais pouvoir la maîtriser. Donc je m'enlève déjà du stress. Je n'aime pas partir avec du stress. Donc la remontée, quand on commence à avoir des contractions, des envies de respirer, il faut se dire, voilà, j'ai une bonne technique, j'ai une bonne vitesse de remontée, tout se passe bien, pas besoin de paniquer, on va le faire. Et voilà, parce qu'il faut essayer de rester bien concentré sur sa plongée et essayer de rester détendu en même temps. Parce que si on commence à avoir des pensées négatives pendant la remontée, c'est souvent comme ça qu'il va y avoir des accidents, que les gens vont faire des risques de syncope ou voire des syncopes en arrivant en surface. Il y a un coq qui, lui, par contre, il ne saura pas faire une apnée de 5 secondes, je crois, parce que... Qu'est-ce qu'il sait pour... Je l'entends, ça. Ouais. Alors, raconte-nous justement les coqs aux Philippines. Pourquoi il y en a autant? On ne sait pas aller aux Philippines sans entendre un coq toutes les 5 secondes. Pourquoi? Ici, aux Philippines, il faut dire que c'est un peu le sport national d'organiser les combats de coqs. Donc, il y en a beaucoup. Donc, chaque personne a dans son jardin 3, 4, 5. Et s'il faut beaucoup de compétitions de coqs, ils ont plus de coqs. Donc, plus de coqs, plus de bruit. Mais par contre, ils n'ont pas probablement la même horloge biologique que les coqs qu'on a en Europe. Ici, c'est toute la nuit, à 1h du matin, 2h, 3h, 4h. Alors, quand il y en a un qui commence, c'est partout et... Voilà. Mais on s'y habitue. Donc au début, les gens qui viennent en vacances aux Philippines, ils disent qu'est-ce qu'ils font comme bruit les coqs, j'ai pas réussi à dormir. Maintenant, je ne les entends même plus. Ils sont là. J'en ai un qui est à 3 mètres de ma fenêtre que je laisse ouverte pendant la nuit. Je ne l'entends même plus. C'est tous les dimanches qu'ils font les combats de coqs ou... Oui, je pense. Il y a des arènes ici qui organisent ça régulièrement. Je pense que c'est tous les week-ends. Oui. Je ne sais pas les dates. Ils ont des jours où ils peuvent faire ça et ils vont. C'est assez amusant. Parce qu'ils vont faire des paris, ils parient des petites sommes évidemment, mais voilà, et ils ont leurs champions, ils ont leurs produits dopants et tout ça, donc ils ont toutes leurs procédures. Il y a des choses, par exemple, on peut pas prendre de vidéos ou de photos pendant qu'ils sont en train de préparer leur coq parce que ça porte malheur, donc il faut vraiment faire attention quand on va avoir un combat de coq. Bon, c'est pas très agréable à voir, ça dure pas longtemps, en général. L'affaire est terminée comme McGregor, en moins de 2 rounds, c'est terminé, mais... mais bon, voilà. Le spectacle est court. Oui. Mais c'est vrai que c'est intense là-bas. Oui. Mais donc ça explique la petite ambiance sonore qu'on aura pour le... Je crois qu'il est toujours champion du monde Trowbridge. C'est quoi son... Alors lui, il est recordman dans no fins, donc il descend sans les palmes, mais en brasse, en descente en brasse en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Et lui, il disait que c'était presque comme devenir une autre espèce, donc de passer d'animal terrestre à animal marin, avec tout ce qui se passe dans le corps. Tu peux nous expliquer ce qu'est un blood shift et ce genre de choses qui se passent où vraiment on voit qu'on est des animaux qui sommes adaptés à des conditions de plongée. C'est étonnant. Donc, c'est pas du forcing, il y a vraiment des choses qui se passent tout à fait naturellement hors de notre contrôle dans le corps, qui font qu'on s'adapte à devenir des créatures presque marines. Voilà. Alors, déjà, le simple fait
de retenir sa respiration et de mettre son visage dans l'eau, il y a certains mécanismes qui vont se mettre en place. Par exemple, le cœur va ralentir. Donc n'importe qui retient sa respiration, on peut faire le test, on se met dans une position relaxe assise, on se prépare quelques secondes, on prend une grande inspiration, on prend son pouls et les battements du cœur vont rapidement diminuer. Quand on est dans l'eau, ça c'est encore plus rapide. Okay, donc ça c'est une première adaptation. Donc nous, en tant qu'apnéistes, on a en plus, donc ça c'est quelque chose qui nous aide, parce que le cœur ralentit, on arrive à être un peu plus relax grâce à cela. En tant qu'apnéiste, quand on descend en profondeur, il y a la pression qui intervient. Donc, ce qu'il faut faire attention, il faut vraiment s'entraîner pour s'habituer et que le corps s'adapte à la pression. Donc, si je demande à quelqu'un qui n'a jamais fait de l'apnée, ok, demain, tu vas aller à 50 mètres, c'est sûr, on va sur un gros carton. Donc, l'organisme est assez bien fait, avec un peu d'expérience et beaucoup d'adaptation. On ne va pas à 50 mètres en quelques semaines, il faut des années pour certains. Le corps va faire ce qu'on appelle le blood shift. Alors, le blood shift, c'est simplement le sang qui va se gorger au niveau des poumons et du cœur pour éviter l'écrasement. Donc, il y a une espèce de vasoconstriction, donc il y aura moins de sang oxygéné qui va aller au niveau des bras et des jambes pour être autour des poumons, enfin au niveau des alvéoles et du cœur. Donc voilà, c'est une espèce de mécanisme de safety, de sécurité mis en place par le corps. C'est assez intéressant, c'est une technique que nous on utilise pour pouvoir aller plus profond également. Mais de nouveau, ça demande beaucoup de temps d'adaptation. Voilà, c'est pas avec des débutants qu'on y arrive. Il faut pas mal d'expérience derrière. Il y a que ce sport-là qui peut apporter tous ces changements qui se passent dans le corps. Il y a pas mal de sports qui procurent aussi pas mal de changements. Je pense aussi un peu à l'escalade, même la plongée, il y a la plongée sportive et tout ça. Mais au niveau apnée, c'est vrai qu'on est assez fort à l'écoute. Oui, on est assez fort à l'écoute de son corps, de ce qui se passe, et on essaye de s'adapter en fonction du jour. Un jour, on peut être en forme, et le lendemain, on ne le sent pas trop, et on va pas aussi profond. La compensation ne passe pas. On se sent un peu plus fatigué, on est moins hydraté, on se sent moins énergique. Voilà, c'est pas grave. Un jour est différent. On ira moins profond ce jour-là, et on se rattrapera pour la prochaine fois. Et quel est ton rapport à l'océan alors ? Je suppose qu'à force de l'approcher quotidiennement, tu as des affinités particulières. Comment tu te qualifierais de ce rapport à l'océan ? Ça représente quoi pour toi ? Maintenant, je veux dire, c'est un peu mon lieu de travail. Donc avant, j'avais mon bureau avec l'ordinateur, mes collègues et tout ça. Maintenant, mon lieu de travail, c'est la mer. Il y a pire comme endroit pour travailler. Mon uniforme de travail, c'est pas le costard-cravate, c'est ma combinaison de plongée, mes palmes, mon masque et mon tuba. Et mes collègues, c'est pareil, ils sont habillés en combinaison, en wetsuit juste à côté, et on plonge ensemble, on travaille ensemble avec nos élèves. J'adore la mer depuis que je suis tout petit, j'expliquais ça déjà au début avec les reportages de Cousteau. J'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu être dans la mer, et je me sens vraiment, à la limite, je me sens même plus à l'aise quand je suis dans l'eau, en mer, que quand je suis terrestre. En tant que terrestre, je me sens un peu maladroit dans mes mouvements. Je me cogne à gauche. En plus, comme je suis assez grand, j'ai facile de me cogner un peu partout. Quand je suis en mer, je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau, c'est vraiment l'expression. Et je me sens bien. Et je sais, parfois, je fais plusieurs entraînements quand je donne mes cours. Je reste 4 heures, 5 heures dans l'eau par jour. Ça ne me pose aucun problème. Quand je travaillais pour Dragon, c'était encore courant de faire 5, 6 heures de travail dans l'eau par jour en tant que scuba, cette fois-là. J'ai toujours adoré. Ça ne m'a jamais pesé. Donc, si on me dit, même si je suis super fatigué, on me dit, allez, on va encore faire une plongée d'exploration, on va faire quelques photos. Je dis, allez, on y va, tout de suite, je m'apprête, on y va. Pas de problème, je suis partant. C'est vrai, je me faisais la réflexion en préparant un peu l'interview ces derniers jours, que dans beaucoup de sports de haut niveau, pour avoir des belles images, on fait des ralentis. Mais en fait, sous l'eau, c'est de toute façon ces belles images, c'est de toute façon cette fluidité de mouvement, parce que on est de toute façon ralenti. Donc je me disais, c'est vrai que ce qu'on doit faire artificiellement pour les autres sports, là, sous l'eau, c'est d'office, ces mouvements très fluides, ça a une qualité même esthétique. Oui, c'est très joli, c'est très joli. C'est vrai que quand on voit des vidéos, il y a des superbes vidéos qu'on trouve sur YouTube d'apnéistes, et quand on les voit, on dit, waouh, c'est génial, on a envie de faire partie de la vidéo, on a envie d'y être, on a envie de plonger dans l'écran et dire, j'ai envie. Et ça, c'est pas mal, parce que maintenant, avec les qualités d'enregistrement et des caméras que l'on a, on arrive à avoir des super petites vidéos sur YouTube. Les gens voient ça et disent waouh, c'est génial. Ça donne envie en fait, c'est ce qu'il faut. Ouais, je mettrai une petite sélection des best-of de ce que j'ai découvert comme ça aussi sur le blog pour partager.
Ces belles images. Comment tu fais une préparation à des descentes plus intenses, donc pas des descentes quotidiennes, mais ça commence combien de temps avant? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais donc une semaine avant? Qu'est-ce que tu fais une heure avant? Déjà, on va parler de la stratégie. Si j'ai un objectif, disons que je suis, on va dire que je suis à 60 ou 70 mètres, disons j'ai l'objectif de descendre à 80 mètres. Combien de temps vais-je devoir m'entraîner pour arriver à 80 mètres? Je me dis, je vais me donner 3 mois. 3 mois d'entraînement en faisant 2-3 sessions par semaine, sans être trop intensif, pouvoir un peu récupérer entre chaque session, et en y allant progressivement. Donc pendant ces 3 mois, je vais faire de la technique, pour améliorer mes techniques, avec des caméras, vidéos et tout ça, pour un peu faire de l'analyse. Et je vais essayer de faire aussi de temps en temps de la profondeur pour m'habituer à la profondeur. Voilà. Et quand j'aurai atteint plusieurs fois cet objectif, des 80 mètres, pendant l'entraînement, je sais que je suis prêt. Le jour où je vais refaire une performance, par exemple, une meilleure performance, dans ce cas-là, le jour avant, je fais attention à mon alimentation, je fais toujours attention aussi à bien m'hydrater, à boire énormément d'eau. C'est important au niveau de l'apnéisme de rester bien hydraté, d'être bien reposé, de ne pas être en pleine digestion. Ok, c'est important d'avoir aussi un peu d'énergie pour plonger, mais voilà, si je dois aller faire une plongée, j'essaie de ne rien manger de solide, un fruit peut-être ça c'est encore bon, 2-3 heures avant, pour être détendu, relâché. Je vais arriver sur place, donc je vais commencer à faire 2-3 apnées statiques en surface, vraiment pour ralentir mon rythme cardiaque, créer ma petite bulle autour de moi, vraiment pour me mettre dans une zone de confort. Je vais faire un premier réchauffement entre 20 et 25 mètres le plus lentement possible, donc je vais peut-être une descente à 25 mètres qui va durer 2 minutes 30, 3 minutes dans ces eaux-là, et après je récupère 10 minutes, un quart d'heure en surface, et je suis prêt pour faire ma profondeur de 80 ou plus. Toujours avec une sécurité, parce que quand je m'entraîne, quand je me prépare, j'ai toujours une équipe avec moi, une ou deux personnes qui est prête à me suivre, qui descendent vers 20-25 mètres pour faire la sécurité quand je remonte. Donc c'est une préparation physique et mentale en même temps. Et en plus, la stratégie pour arriver à la performance qui va prendre 2, 3 mois, 4 mois, ça dépend un peu des personnes. Et mentalement, comment tu te prépares alors? Alors mentalement, c'est important de faire le vide, de penser à rien. Moi, j'appelle ça se mettre en mode apnée. Comme si on avait un disjoncteur au niveau du cerveau, on oublie tout le reste, on essaie d'être le plus détendu possible, d'avoir le cœur qui bat le plus rapidement possible, et plus rien ne nous affecte. Le plus lentement. Le plus lentement possible. Donc, on essaie de ne penser à rien, d'oublier qu'on doit aller faire ses courses, d'oublier qu'on doit payer son électricité, le loyer, peu importe. Donc voilà, on se met vraiment en mode apnée, on est là pour se faire plaisir, et en profiter et bien se détendre. Donc vraiment, essayer de ne penser à rien. Ou alors, ce qui m'arrive aussi des fois quand je sens que j'ai un petit peu de stress, donc retourner sur une respiration relaxe, basique, et visualiser quelque chose que j'aime bien. Une belle plage, une plage avec des cocotiers, ou alors un paysage de montagne, quelque chose de reposant, quelque chose où je peux plonger dans l'image et dire « Ah, je me sens bien, je me sens détendu, pas de stress ». Ok, donc c'est vraiment important d'être détendu mentalement, et ça aidera également au niveau du corps à se détendre. Il y a des techniques qui ressemblent très fort à la méditation ou à l'auto-hypnose dans tout ce que tu racontes. Tout à fait. Donc il y a quand même quelques bases de yoga respiratoire qui aident aussi pour la méditation. Il y a beaucoup de gens qui méditent. Méditation, faut pas être sorcier pour faire de la méditation, c'est très facile. Une dizaine de minutes par jour dans lequel on se pose, où on respire, à la limite on s'écoute, on s'entend respirer, on essaie de gérer sa respiration, on essaie d'être le plus relâché possible. Et l'auto-hypnose, c'est vraiment s'auto-conditionner pour ralentir son rythme cardiaque, être le plus détendu possible. Donc pour ça, il faut essayer de faire le vide à l'intérieur de soi, et toutes ces techniques de respiration nous aident à y arriver. Et ça, c'est un entraînement que tu fais aussi, outre l'entraînement physique? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est important. Là, ça fait partie vraiment de la base des cours d'apnée. On apprend ça dès le début, dès les débutants, dès les premiers niveaux débutants, comment respirer pour se préparer mentalement et physiquement pour une plongée. Et ça va assez vite, je veux dire, les gens progressent assez rapidement. Évidemment, plus on va vouloir rester longtemps, plus on va vouloir faire des performances, plus il va falloir apprendre à se mettre dans cette zone, dans ce mode apnée le plus rapidement possible. Et donc, il y a vraiment trois aspects. Il y a le physique, il y a le mental et l'aspect plaisir. Voilà. Qui sont vraiment trois ingrédients du succès, on va dire. Voilà. Donc, l'aspect physique,
je rajouterais même l'aspect technique. Avant de faire des performances, il faut d'abord maîtriser la technique. Et c'est un peu le conseil que je vais donner à des gens qui veulent se lancer en apnée, en compétition. D'abord, apprenez une très très bonne technique. Et l'avantage pour apprendre la technique, on n'a pas besoin d'aller profond. 10-15 mètres, c'est largement suffisant pour maîtriser la technique. Une fois que la technique est bonne, l'instructeur dira, voilà, ta technique est bonne. Donc, on va construire un peu une meilleure estime de soi. Donc, les gens vont avoir gagné un petit peu de confiance en soi. Voilà, c'est le mot que je recherchais, de la confiance en soi. Donc, bonne technique, confiance en soi, ça va t'amener un peu plus de sécurité. Et une fois que ces trois aspects sont rencontrés, dans ce cas-là, on peut commencer à aller un petit peu plus profond. Et on recommence le même processus, mètre après mètre, jusqu'à ce qu'à un moment, on va bloquer pendant un certain moment, et on va faire beaucoup de répétitions de la même profondeur, jusqu'à ce qu'on la maîtrise et pour aller un peu plus profond. Donc voilà, technique, relaxation, confiance, sécurité, et après on peut aller plus profond. Ouais. Et c'est ce que vous faites à l'école avec les débutants alors? Voilà, tout à fait. Et vous faites aussi les formations professionnelles alors? Vous avez aussi des juges AIDA, donc c'est les juges pour les plongées en apnée qui viennent se former chez toi. Voilà, donc là, en fait, au niveau de l'école d'apnée que l'on a ici à Moalboal, on forme tous les niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau instructeur, pour ceux qui veulent devenir instructeurs professionnels. Et on fait aussi, ceux qui aiment bien le parcours compétition, on forme aussi des juges internationaux qui vont participer en tant que juges officiels à des compétitions d'apnée, aussi bien en piscine qu'en profondeur, mais un peu partout dans le monde. C'est assez intéressant, parce qu'il y a quand même pas mal de compétitions maintenant qui sont organisées un peu partout dans tous les pays. Et voilà, c'est assez amusant de participer à des compétitions pour le moment. Tu as des bons souvenirs d'une ou l'autre compétition en particulier où tu étais juge? Oh, j'ai fait énormément de compétitions en tant que juge. Mais à chaque fois, j'ai des très très beaux souvenirs. Ça me permet de voyager. J'ai été un peu partout dans le monde comme juge sur des compétitions, juge sur des championnats du monde, juge pour des records du monde. J'ai fait pas mal de destinations un peu partout dans le monde. Donc que j'en ai une qui ressort un peu du lot. Oui, peut-être quand j'étais aux Bahamas, donc il y avait un gros championnat qui était organisé aux Bahamas. Ça durait pendant 10 jours. Ça s'appelait le Vertical Blue, organisé par William Trubridge. Et pendant cette compétition-là, les meilleurs apnéistes mondiaux sont présents. Et on a la chance de voir énormément de records du monde. Alors je me rappelle parce que pour arriver aux Bahamas, c'était une petite île au milieu des Bahamas, j'ai dû prendre 4 avions, c'est presque au total 48 heures de voyage. J'étais complètement explosé quand je suis arrivé avec le jet lag et la totale. Et puis j'ai à peine eu 12 heures pour récupérer. J'étais directement dans le bain avec 10 jours quasiment non-stop de compétition. On avait 3 jours de compète, 1 jour de repos. Et même pendant nos jours de repos en tant que juge, on devait traiter toutes les vidéos. Enfin, il y avait quand même pas mal de boulot. Donc c'était un gros boulot en tant que juge, mais enfin voilà, j'en ai profité, je suis resté 2 semaines de plus aux Bahamas pour un peu après la compétition, un peu visiter, parce que c'est dommage d'aller aux Bahamas et de ne pas visiter. Ça, clairement, oui. Et puis, ça doit être chouette aussi d'être tous ces gens qui vivent la même chose ensemble, parce que c'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un qui vit la même chose avec la même intensité quand... Ouais. C'est un monde, il n'y a pas encore... Enfin, il y en a plus qu'il y a 10 ans, mais les apnéistes, ça reste quand même encore un petit milieu où tout le monde se connaît, non ? Plus maintenant, je veux dire, au début, il y a quelques années, on connaissait tout le monde sur les circuits, c'est quand même quelques centaines de gros compétiteurs. C'est vrai que ce qui regroupe un peu tous ces gens-là, c'est leur passion. La passion commune. Même si on ne parle pas le même langage parlé, on parle le même langage apnéiste. Et là, on se comprend. Donc, c'est quelque chose de pas mal. Donc, ouais, effectivement, c'est pas mal de voir ce genre de choses, de rencontrer ces personnes qui viennent d'un peu partout. Alors maintenant, depuis quelques 4-5 ans, je veux dire, comme ça se développe de façon exponentielle, je pense que j'avais lu ça quelque part, que l'apnée était le sport qui était en plus gros essor ces dernières années. Maintenant, quand on participe à des compétitions, il y a plus de 50% des personnes que je ne connais plus, je ne sais même pas d'où ils viennent, mais ils arrivent avec des résultats. Je dis, comment ils font, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, c'est intéressant à voir. Les performances ne s'améliorent pas énormément ces temps-ci.
Ok, il y a comme des records qui sont de temps en temps battus. Il y en a un qui a été battu il y a quelques jours par un ami tunisien qui s'appelle Walid. Il a fait 150 mètres en poids variable. Hein. C'est un copain que je connais depuis des années. Donc, mais voilà, mais en général maintenant, on a atteint une limite dans les temps, dans les distances et dans les profondeurs. Donc de temps en temps, quand il y a un record qui est battu, il est amélioré de quelques secondes, quelques mètres, mais pas énormément. Donc je pense que on va encore s'améliorer, mais pas autant que par le passé. Donc voilà, il y a de plus en plus de gens qui participent, il y a de plus en plus de compétiteurs, il y a de plus en plus de sponsors, il y a de plus en plus de matériel, des gens qui fabriquent du matériel. Donc voilà, ça se développe un peu comme le surf s'est développé au début. C'était quelques amis qui faisaient ça sur des plages, puis maintenant le surf c'est devenu planétaire également, quoi. Donc je pense qu'on est en train de suivre un peu la même route que les surfeurs. Donc les pionniers, c'était justement le sujet du Grand Bleu, c'était Jacques Mayol, avec la barre mythique des 100 mètres. Tu peux nous expliquer pourquoi elle était mythique, cette profondeur des 100 mètres? Les 100 mètres, c'est les 3 chiffres. C'est quand même impressionnant de dire j'ai été à 100 mètres de profondeur. 100 mètres, quand on regarde sur une piste d'athlétisme, 100 mètres, c'est pas grand-chose. Mais quand on regarde 100 mètres, c'est quoi? C'est un building d'au moins 30 étages. Donc quand on regarde un building de 30 étages, ça le fait, c'est quand même pas mal parce qu'il faut descendre et il faut remonter. Donc c'est là qu'on s'aperçoit, là, en perspective, que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Donc Jacques Mayol a été la première personne à descendre au-delà des 100 mètres, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'homme dauphin. Donc c'était une performance tout à fait impressionnante. Donc il est descendu à la gueuse, remonté au parachute. Bravo, quoi. Ça, pour l'époque, c'était vraiment exceptionnel, quoi. Donc la gueuse, pour les Belges qui nous écoutent, ce n'est pas la bière à laquelle on fait référence. C'est un poids. C'est pour descendre plus vite et donc remonter après avec le ballon. Ce qu'on voit aussi d'ailleurs dans le Grand Bleu, puisque oui, c'est une histoire qui est vraiment calquée sur certaines aventures de Jacques Mayol. Mais il y avait aussi les scientifiques avaient dit que le corps ne serait pas capable de résister à des pressions pareilles. Le 100 mètres, pour les scientifiques, c'était la limite. Oui, même avant, je ne sais plus exactement les performances, mais je sais qu'on avait dit à Mayol que s'il atteignait s'il allait au-delà de cette profondeur-là, le corps allait s'écraser dû à la pression et il n'allait pas survivre. Bon, voilà, maintenant on sait qu'il y a des gens qui ont été au-delà des 200 mètres en apnée. Le corps est une machine, je veux dire, magnifique, qui s'adapte. Donc voilà, donc il faut juste lui donner les moyens de s'adapter de façon correcte. C'est impressionnant ce que le corps est capable de faire. Oui, parce que les pressions, on ne se les imagine pas, mais tu as des images pour essayer de nous faire comprendre c'est quoi la pression qu'on peut avoir à 50 mètres, à 100 mètres Alors, il y a 1 kilo de pression par centimètre carré. Donc, tous les 10 mètres, il y a 1 kilo supplémentaire qui s'ajoute. Donc, quand on est déjà à 50 mètres de profondeur, il y a déjà 6 kilos de pression que le corps subit par centimètre carré. Donc c'est comme si on prenait sa main et on mettait 6 kilos un poids de 6 kilos sur une surface d'un centimètre carré. Donc ce qui est assez énorme. Évidemment, quand on est en profondeur, quand on est en mer, on ne sent pas le poids, évidemment, c'est pas ça, mais c'est la pression qui agit vraiment sur tout le corps. C'est assez impressionnant. Là, les volumes d'air des poumons et tout ça sont un peu diminués dû à la pression. Donc de nouveau, c'est une grosse adaptation qui doit avoir lieu. On parlait tout à l'heure du blue shift. Le blue shift est une des adaptations aussi à la pression. Je crois que j'avais lu quelque part que les poumons pouvaient même être réduits à la taille d'une orange à une certaine profondeur. C'est une image un peu que l'on donne. Effectivement, le volume, je vais dire, est inversement proportionnel à la pression. Donc, quand on va à 10 mètres, la pression est de 2 bars, par exemple, il y a 2 kilos. Les poumons sont réduits de moitié à 10 mètres de profondeur. Ah ouais. Voilà. Donc le volume qui est contenu dans les poumons est réduit de moitié. C'est un peu l'expérience de physique que l'on fait quand on est à l'école. On a un ballon qui est rempli d'air. Si on met ce ballon à 10 mètres de profondeur, le volume du ballon a diminué de moitié à 10 mètres. Justement, en parlant de Jacques Mayol, toi, tu l'as croisé? Oui, j'ai eu la chance, oui. Et comment il était alors? Il était comme dans le film, hein, je veux dire, c'était déjà un vieux monsieur quand je l'ai rencontré, c'était en Sardaigne, au championnat du monde. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui 2-3 minutes parce que il était fort demandé, tout le monde voulait l'interviewer et tout ça. C'était quand même le gars du Grand Bleu dont l'histoire a été tirée pour faire le Grand Bleu. Quand j'ai discuté avec lui, je voulais faire une photo. Il n'était pas trop d'accord au début. Et puis je lui ai dit, j'ai lu votre livre. Il a fait un livre qui s'appelle Homo Delphinus. C'est vraiment génial. Et puis il m'a regardé. Tu as lu mon livre? C'est bien. Et il a bien voulu faire une photo avec moi. Donc c'est pour ça que j'ai pu avoir une photo, immortaliser une photo avec Jacques Mayol.
Ah, c'est un sacré livre d'ailleurs, hein. Ouais. Je l'avais acheté sur ton conseil. Ouais. C'est vrai que c'était toute sa vie. Il n'avait l'océan entre les deux oreilles, lui. C'est un aventurier, il a fait beaucoup de choses, Jacques Mayol. Mais ouais, effectivement, la mer, ça a été une de ses principales passions. En tout cas, quand tu lis le livre, c'est vrai que c'est de la passion qui parle, hein. C'est un feu sacré. Ouais. Et t'es arrivé à une belle histoire, là, justement, à l'époque où tu l'as rencontré. Oui. Tu avais fait une... Oui, c'était donc... ça, c'est intéressant, en fait. Donc, je venais de faire ma performance en compétition, en profondeur. Et je remonte sur le bateau, j'étais content de ma performance, c'était validé par les juges. J'étais toujours avec ma combi. Et puis, il y a un groupe de dauphins qui passe vraiment près de la corde où les gens étaient en train de faire leur compétition. Évidemment, ils n'ont pas tourné autour, ils ont continué leur chemin. Et puis tout le monde, dauphin. Donc on était en mer Rouge. Là, j'ai eu la chance, comme j'étais toujours en combi, j'ai vite mis mes palmes, je me suis jeté à l'eau. Et puis, j'en ai vu 3. Donc, 2 grands dauphins et un petit dauphin. Je me suis dit, probablement, c'est les parents qui entourent le petit, qui sont mis séparément du gros groupe de dauphins, et ils ont commencé à m'escorter. Donc, moi, je me dirigeais vers le dauphin. J'avais un adulte à droite, un adulte à ma gauche, et le petit qui était juste devant moi, à 2-3 mètres de moi, et les adultes à 1 mètre. Donc, je me suis vraiment senti escorté par les dauphins. Et à un moment, ce qui est amusant, le petit dauphin est descendu à 2-3 mètres, il s'est retourné, il m'a regardé, et puis il a piqué, il a commencé, j'ai vraiment compris, allez, viens avec moi, on descend. Donc, j'ai pris mon bol d'air, et je suis descendu vers 15-20 mètres avec le petit dauphin, j'ai essayé de le suivre, évidemment, j'ai pas leur capacité, donc après un moment, il fallait que je remonte, et j'étais toujours encadré, les deux à droite et à gauche, et le petit devant moi, donc ils sont revenus en surface avec moi, le temps que je récupère, pendant 1 ou 2 minutes, et puis de nouveau, le petit dauphin devant moi, il s'est retourné, il m'a refait le même coup. Et on a joué comme ça pendant un quart d'heure. Évidemment, comme j'étais en train de m'éloigner du reef et des bateaux, donc j'ai pas continué, mais voilà, c'est quelque chose que je me rappellerai toute ma vie, c'est vraiment un souvenir mémorable. Waouh, ça a duré combien de temps ce jeu alors? Un quart d'heure, 20 minutes maximum à tout casser. C'est déjà énorme, des animaux sauvages qui viennent s'intéresser, qui t'attendent quand tu dois récupérer à la surface. Enfin, c'est incroyable. Et là, je suis persuadé que c'était un peu un cours de socialisation que le petit dauphin avait pour les adultes. Il dit, regarde, t'as un apnéiste devant toi, tous les humains ne sont pas fous, tous les humains ne sont pas méchants. Peut-être que j'étais le sujet de l'expérience ou le sujet du cours pour vous montrer ce que c'était un humain avec des pannes qui descendait un peu en apnée. Donc c'était assez intéressant. Vraiment, voilà. Ah, c'est incroyable cette histoire-là, je dois dire, c'est des moments, on vit pour ça. C'est génial. Bon, évidemment, j'aimerais bien que ça se reproduise un jour, mais voilà. J'ai eu mon moment, je pense que voilà, je suis content avec ça. Si ça se reproduit un jour, je serai content évidemment, mais je vais pas me plaindre. Là non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se vanter d'avoir été escorté par des dauphins comme ça. C'est une histoire, c'est à peine croyable. Ouais, c'est beau. Ça, c'est une très très belle histoire. Mais des histoires, moi, c'est vrai que je suis assez convaincue par le pouvoir des histoires, celles qu'on lit, celles qu'on vit. Et toi, donc, les histoires qui ont le plus résonné en toi, tu disais, c'est en réfléchissant à ça que tu dis que ça avait sans doute eu plus d'impact que tu ne le pensais. Oui. Les histoires que tu lisais quand tu étais petit, raconte un peu. Comme beaucoup de gamins, à l'époque, j'ai été bercé par les Tintins. Donc Tintin, il voyage un peu partout dans le monde, donc c'est un aventurier. Donc ça a déjà commencé comme ça. En même temps, en parallèle des Tintins que je lisais, relisais en boucle dans tous les sens, donc j'adorais vraiment ça. Il y avait aussi les histoires de Cousteau. Donc Cousteau, l'Odyssée de la Calypso, plus les bouquins, les magnifiques bouquins qu'il faisait. Donc j'ai un petit peu été aussi bercé par ça. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme série télévisée à l'époque? Tu m'avais parlé de Visa pour le monde. Visa pour le monde, que le soir, j'adorais regarder ça avec mes parents. De nouveau, ça m'a un peu bercé dans cette histoire d'aventure. Et c'était joli, en fait. C'était sur la vie animale. On découvrait d'autres pays, d'autres cultures. Et je trouvais ça assez intéressant. Donc c'est vrai que Visa pour le monde, c'est une émission qui m'a bien marqué quand j'étais plus jeune. Et tu m'as parlé aussi de l'homme de l'Atlantide. Oui, donc ça c'est plutôt pour l'aspect cinéma. Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer, l'homme de l'Atlantide, qu'est-ce qu'il fait? Il descendait, il était en mer, il n'avait pas besoin de respirer, il n'avait pas besoin de bouteilles, donc j'adorais. Quand j'allais à la piscine avec mes amis, je jouais à l'homme de l'Atlantide et essayais de rester le plus longtemps possible à la piscine, de faire les plus longues distances. Et c'est probablement de là que vient aussi ma passion pour les battre des records et m'améliorer en
en performance. Voilà, en fait, t'as jamais arrêté de jouer à l'homme de l'Atlantide, quoi. Non, en fait, je suis toujours, on peut dire que, comme un grand enfant, hein, j'ai pas grandi, j'ai encore le complexe de Peter Pan. Oui. Voilà, j'ai pas voulu grandir. Bah voilà, c'est bien. Je revendique, y a aucun problème. Je confirme, ça te va bien, hein. C'est vrai que tu n'as jamais les pieds de plomb pour te lever le matin. Non, bon, c'est vrai que c'est agréable parce que voilà, il faut aller au bureau. Bah, le bureau est là, il t'attend, il fait beau, il y a quelques petites vagues, c'est joli, voilà, mon bureau m'attend. Il m'appelle en fait, et je cours pour aller au bureau. C'est vrai qu'on s'était rencontrés quand nous, on avait fait notre grand voyage de 4 mois en famille. J'étais revenue vraiment avec cette envie de faire cette interview. Et puis avec le Covid, j'avais eu un petit peu peur. Voilà, j'avais un petit peu peur que les circonstances soient compliquées aux Philippines. Elles le sont. Mais la leçon que tu m'as apprise, c'est parce que quand je t'en avais parlé, tu m'as dit oui, mais non, c'est aucun regret, je suis toujours bien à ma place. Et donc, quand en fait, tu m'avais dit, quand on vit sa passion, on est vraiment prêt à donner ce qu'il faut pour continuer à la vivre, quoi. Oui. Donc, il n'y a aucune épreuve qui n'est trop grande quand on fait ce qu'on aime, c'est ça. Voilà. C'est vrai, de toute façon, c'est devenu un mode de vie. À partir du moment où on adore et c'est passionnant, bah, voilà, je travaille, je donne des cours, on fait parfois un peu de la passerie, de l'administratif, de la compta et tout ça. Des choses un peu moins amusantes, hein, il faut pas croire qu'on est dans l'eau tout le temps aussi. Mais malgré tout, c'est quand même agréable. C'est un autre mode de vie. Je me verrais pas en Europe, dans une usine, en train de travailler dans un service comptable. Non, c'est pas possible, quoi. Je ne sais pas comment je pourrais survivre d'ailleurs à ce genre de choses. Et il y a un truc qui m'avait bien fait rire aussi, c'est quand tu avais dit qu'un jour, quelqu'un t'avait dit que tu avais une forêt de cocotiers dans la tête et qu'il voudrait que tu la coupes afin de rester bien les pieds sur terre. Voilà. T'as fait un peu le contraire. Voilà, ça a été un déclic. Mais moi, il faut pas me challenger comme ça. Quand on me dit de ne pas faire quelque chose, je le fais ou je me donne à fond pour y arriver, quoi. Effectivement, j'étais toujours en Belgique et j'avais cette idée, alors je veux vivre de ma passion, je vais aller comme instructeur de plongée. Et tout le monde me disait, mais non, ne fais pas ça. Même la famille, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu gagnes pas bien ta vie. C'est pas un boulot du tout. Je dis, c'est comme ça. Eh ben, je me suis donné les moyens. Et cette forêt de cocotiers, elle est bien là. Ben, maintenant, je l'ai tous les jours devant les yeux. Donc voilà, je suis bien content. J'ai un peu pris, pas une revanche, mais je crois que l'ami, c'est un ami qui m'a dit ça, il m'a fait réagir du bon côté. Ouais, t'as une forêt de cocotiers, mais c'est une belle image. T'as une forêt de cocotiers dans la tête, coupe-la, parce que c'est pas ce qu'on attend de toi. Eh ben si, justement, voilà. Moi, c'est ce que j'attends de moi. C'est important, hein, pour ceux qui veulent vivre leur rêve, de ne pas avoir peur d'aller à fond et de ne pas avoir peur de se donner les moyens pour y arriver. Il s'agit pas de partir sur un coup de tête sans y avoir réfléchi. Ça m'a pris quand même des années pour me préparer. J'ai quand même suivi des grosses formations par rapport à la plongée, par rapport à l'apnée. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis entraîné pour y arriver. Donc de nouveau, c'est pas un coup de tête. Mais si quelqu'un a un rêve, peu importe le rêve, je crois qu'il faut bien le nourrir pour justement ne pas couper cette forêt de cocotiers, mais bien l'arroser pour que ça pousse encore plus et se donner les moyens pour y arriver. Ah, magnifique. Voilà. Et après, ça fait une belle conclusion. Après, on ne le regrette pas, jamais. Jamais. Merci beaucoup. Si on veut te suivre ou te trouver sur Internet, voilà. On va sur Donc on a Freediving Planet. Voilà, freediving-planet.com. Donc c'est le site. On nous trouve aussi sur Facebook, là, que ça simplement taper Freediving Planet Moalboal. Donc tu mettras sur le lien comment on écrit Moalboal, parce que ça, Moalboal, qu'est-ce que c'est? C'est perdu au milieu de nulle part, au milieu des Visayas, c'est clair, mais voilà, c'est là où je vis à Moalboal. Donc voilà. Et c'est une école magnifique parce que tu es juste tout près d'un drop. Donc là, effectivement, j'ai pas mal voyagé aux Philippines et c'est un des plus beaux endroits que j'ai trouvé pour la plongée et pour l'apnée. Donc on a le récif corallien qui est assez bien préservé, qui est très 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 joli. 50 mètres après, il y a un tombant qui descend à 30, 35, 40 mètres assez rapidement. Et puis je nage 100 mètres de plus et j'ai 100 mètres de profondeur. C'est assez exceptionnel comme condition pour ceux qui aiment bien l'apnée et pour ceux qui aiment bien la plongée. Donc il y a beaucoup de vie sous-marine. On a énormément de tortues. Maintenant, on a de plus en plus de requins-baleines qui viennent partager les entraînements d'apnée avec nous. Donc on en a eu il y a pas encore longtemps. Des requins-renards. On a croisé, pas nous, à Malapascua. Donc tu as vu Malapascua par rapport à Moalboal, c'est à peine quelques heures. Donc ils ont réussi à voir il y a pas si longtemps que ça des requins tigres.
Donc c'est pas mal. Bon, j'aimerais pas tomber nez à nez avec, il faut dire, mais si un jour ça arrive, j'aurais pas peur. Je sais qu'ils sont pas trop dangereux. C'est ceux qui ont quelque chose de beau à voir. Donc les Philippines, c'est magnifique au niveau sous-marin. Et puis le banc de sardines aussi, c'est incroyable. Enfin, il y a des très très belles photos que tu m'as passées que je vais mettre aussi sur le blog parce que c'est juste magique. C'est ce nuage de poissons qui s'écarte à ton passage. C'est vrai qu'il y a Sardine Runs en permanence aux Philippines, à Moalboal, là où on est, et c'est immense, c'est immense. Donc des fois on descend, on passe à travers les sardines, elles s'écartent pour nous laisser passer, elles se referment et on se retrouve presque en pleine nuit. Parce que il y a tellement de sardines au-dessus de nous que ça cache les rayons du soleil, quoi. Ah, c'est vrai que c'est magnifique parce que tout ça, faut pas faire 1 heure de bateau pour arriver à ces endroits-là. On quitte le sang, en 5 minutes, on est dans le banc de sardines, quoi. Même pas, tu nages 50 mètres et t'es dessus, quoi. Oui, avec mes petites filles, on allait le voir tous les jours avec le petit tuba et elles sont pas bien grandes, donc ça nage pas longtemps. Et c'est vrai que les tortues, on leur dit « Oh, regardez les tortues !» Oh, encore des tortues. Il y en a tellement, enfin, c'est fou tout ce qu'on peut voir là-bas, c'est un très bel endroit. Et on ne s'en lasse pas, vraiment. Oh non. J'ai beau faire des centaines et des centaines de plongées là-bas, je suis toujours émerveillé à chaque plongée. Je dis « Waouh, il y a toujours quelque chose, wow, c'est beau. Plein de couleurs, magnifique. » Et donc, quand on dit pour toi le mot plongée, les premiers autres mots qui te viendraient à l'esprit, c'est quoi? Plaisir, passion, couleur, apesanteur, autre monde. Voilà, je suis un peu comme un cosmonaute, un astronaute, je veux dire, sous-marin. Je suis sur une autre planète parce que c'est un autre milieu. C'est un peu tout ça. C'est un peu mon goût pour la science-fiction également qui arrive parce que bon, c'est une autre dimension, quoi. Ah bah magnifique. Bon, on va se quitter avec plein de belles images dans la tête grâce à tes récits. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Cet épisode vous a plu ? Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à vous abonner à Storylific sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée, à lui mettre une évaluation 5 étoiles et à laisser un petit commentaire. Cela aidera énormément à le faire découvrir par d'autres. Votre support est inestimable, car plus il y a d'abonnés, plus nous pourrons planter des arbres avec les oreilles. Le projet résonne en vous voulez aller plus loin, en savoir plus ? Toutes les informations sont sur le site web storylific.com/soutien. À bientôt.